L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a, chaque conférencier va venir présenter son opinion sur la thématique qui est mieux communiquer les changements climatiques. Est-ce possible? En fait, on sait qu'avec tous les travaux, notamment internationaux du GIEC, il y a beaucoup de communication de changement climatique qui se fait. On peut se poser toutes sortes de questions à cet égard-là. Est-ce que ça atteint les cibles? Est-ce que c'est les meilleurs moyens? Donc, je vais laisser à nos panélistes donner leur opinion. Puis, vous pourrez vous exprimer par la suite. Donc, ils vont venir à tour de rôle donner leur point de vue sur une vingtaine de minutes. Puis, il y aura une autre période d'une vingtaine de minutes là, pour des questions que je pourrais animer. Donc, sans plus tarder, je vous présente ces conférenciers. D'abord, M. Henri Assogba, qui est professeur au département d'information et de communication ici à l'Université Laval. Il enseigne la médiatisation de l'environnement. Il est lui-même ancien journaliste. Il est titulaire d'un doctorat en sciences d'information et de communication. Et il est chercheur régulier au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société. Donc, il mène des recherches sur la mutation des pratiques journalistiques avec un intérêt pour le traitement médiatique des thèmes sur l'environnement. Ensuite, ça sera suivi par M. Étienne Leblanc, qui détient un baccalauréat en sciences économiques, une maîtrise en relations internationales et un diplôme d'études supérieures en journalisme international. C'est un passionné des communications qui a participé à la course Destination Monde. Il est journaliste à Radio-Canada depuis 1999. En 2004, il a joint l'émission scientifique Les Années-Lumière. De 2005 à 2012, il a couvert sur le terrain les grandes conférences annuelles des Nations unies sur le climat. Et donc, il couvre toutes les questions environnementales qui se rapportent à la question d'aujourd'hui. Et pour terminer, nous aurons Pierre Gosselin, qui est diplômé en médecine et en santé environnementale. Il a consacré une trentaine d'années à la santé environnementale au sein du Réseau de santé publique du Québec. Professeur clinique ici à l'Université Laval, chercheur associé au Centre de recherche du CHU de Québec, dirige depuis 17 ans le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en santé environnementale, dont l'Institut national de santé publique du Québec fait partie. Depuis 2001, il travaille principalement à l'INSPQ, d'où il coordonne le programme de recherche en changement climatique et santé d'Ouranos, ainsi que le volet santé du plan d'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique. Mon nom est François Anctil, je suis directeur de l'Institut Hydro-Québec Environnement, Développement et Société, ici à l'Université Laval. C'est nous qui organisons l'événement d'aujourd'hui avec la collaboration d'Ouranos. Et j'invite donc dès maintenant notre premier conférencier, M. Assogba. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de débuter cet échange-là, donc sur la table ronde de cet après-midi, mieux communiquer les changements climatiques, est-ce possible? Je vais commencer sans faire l'exégèse de la thématique, à ne pas m'engager donc dans la voie de mieux communiquer, puisque je me méfie des définitions. Mieux communiquer du point de vue de qui? Mieux communiquer, surtout quand on sait, quand on parle des changements climatiques, qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui entrent en jeu. Donc les acteurs sont nombreux. Je ne pense pas qu'une entreprise comme Volkswagen, qui fait la une des journaux, aura la même définition du mieux communiquer. Volkswagen qui, soit dit en passant, pour ne pas rappeler, donc, ce qui fait la une des journaux, donc empêtré dans le scandale donc des logiciels truqués. Volkswagen n'aura pas la même définition de mieux communiquer que les pouvoirs publics, par exemple, qui vont définir les seuils minima de contrôle donc de la pollution, ou bien les pouvoirs publics qui vont avoir aussi une définition de mieux communiquer quand ils vont s'engager donc dans une politique d'incitation d'achat de véhicules propres. Donc, pour ne pas m'engager sur cette voie, je ne définirai pas ce que c'est que mieux communiquer, puisqu'on rentre dans une sorte de normalisation. Et ça sera donc du point de vue d'où on parle qu'on va définir ce que c'est que mieux communiquer.
Et compte tenu de cette multiplicité d'acteurs, moi, je vais essayer de me consacrer surtout donc, aux journalistes. Quand les journalistes s'intéressent au changement climatique, peut-être pas à des formations professionnelles ou pas un intérêt marqué pour la chose, puisque moi-même j'ai été ancien journaliste et j'ai commencé de manière donc, empirique d'abord à m'intéresser à ces questions et en me rendant compte que l'environnement faisait un peu figure de parent pauvre dans la couverture de l'actualité. Et puis après, j'y ai consacré une thèse et tout ça. Donc, que dit en introduction? Que les préoccupations environnementales figurent parmi les thématiques où les acteurs sociaux ont été très tôt producteurs de leur propre médiatisation. Pour la petite histoire, on cite souvent cet ouvrage fondateur donc, de Rachel Carson, la biologiste, qui a été un peu donc, à l'origine de tout ce qu'on a appelé donc, à cet intérêt donc, dans les médias publics son temps. Rachel Carson qui a sorti l'ouvrage « Le printemps silencieux » qui parlait un peu donc, des pesticides donc, et qui a été un ouvrage fondateur. Beaucoup se sont référés à cet ouvrage-là. Il y a eu également donc, des gens qui sont intéressés donc, à la médiatisation des questions environnementales. Je ne vous ferai pas l'affront en vous rappelant ce qu'a été l'erreur boréale avec Desjardins. On peut en citer et des masses. Il y a eu en France ce qu'on a appelé le commandant Cousteau, donc, dans toute cette dynamique donc, de médiatisation des questions environnementales. Les premiers films documentaires animaliers donc, sont entrés également donc, dans cette dynamique-là. On peut parler également donc, de médias grand public, du cinéma, même Hollywood s'est intéressé à la chose. Quand on prend quelqu'un comme Al Gore, donc, son film Le jour d'après s'est intéressé donc, à cette dynamique-là. Donc, je vais parler des journalistes, mais je ne vais pas parler des journalistes ex nihilo, donc comme s'ils étaient sur la planète Mars, mais les journalistes impliqués dans une société, puisqu'ils sont dans la société et ils font partie de la société, et le travail qu'ils font aussi, donc ça se lie. Donc cette grille de lecture, on ne va pas perdre de vue, cette approche holistique, on ne va pas perdre de vue. Cette tendance également s'est accélérée avec l'avènement du Web 2.2.0, donc il y a eu un travail qui a été fait par une auteure comme Lester, qui s'est intéressée donc aux nouvelles formes d'action, par exemple, où des gens, pour pouvoir sauvegarder donc, des arbres au niveau de l'Amazonie, vont s'installer donc avec tout le kit nécessaire donc dans les arbres pour empêcher donc que des gens, c'est de l'activisme, mais ils vont s'installer au niveau de ces arbres-là et en restant au niveau des arbres, communiquer avec les médias, avoir des entrevues avec des médias internationaux. Et donc il y a eu des effets comme ça. Donc dans cette lutte pour la visibilité médiatique, il faut dire que les changements climatiques ne sont pas à plaindre a priori. Je vais peut-être choquer certains pour dire, oui, ben, c'est vrai, quand on se compare, comme dirait l'autre, on se contente de ce qu'on a. En matière de changement climatique, pour ne prendre qu'un seul exemple, ce qu'on appelle les conventions dites de Rio, donc qui sont issues du sommet de la Terre. Il y a 3 conventions au moins du sommet de la Terre, donc convention donc, sur la diversité biologique, convention sur la lutte pour la désertification et puis convention sur donc, la lutte pour les changements climatiques. Donc, la lutte pour les changements climatiques, ça a été une convention assez médiatisée, même si on la compare à d'autres traitements, à d'autres enjeux du domaine public, on peut s'en plaindre et trouver que ce n'est pas assez médiatisé. Et l'autre aspect aussi, donc, pour parler, donc, c'est bien que ce soit sur la scène publique qu'on en parle. L'autre question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'il suffit d'en parler suffisamment dans les médias pour que tous les problèmes soient résolus? Je n'en suis pas sûr. Donc, ça dépend aussi de la manière dont on en parle. Donc, pour introduire les échanges de cet après-midi, je vais surtout mettre la focale sur le journalisme et les changements climatiques. Ce que j'essaierai d'aborder comme plan, c'est de voir dans quelle mesure, donc, d'abord rappeler quelques différences fondamentales entre journalisme et climat, puis s'interroger sur quel type de traitement journalistique est généralement réservé au changement climatique. Ce point-là pourrait être renchéri, abordé, enrichi par Étienne Leblanc, ici présent, donc journaliste à Radio-Canada et qui s'intéresse à ces questions-là. Et puis après, donc, voir dans quelle mesure, avant d'ouvrir donc, la discussion sur des interrogations qui vont bien au-delà du champ journalistique, du cadre médiatique et qui vont faire appel à la société en général, des choix à faire, des choix de société, s'entend.
quelques brefs rappels. Donc, journalisme et climat, des temporalités bien différentes. Distinguer la météo, prévision quasi quotidienne, et le climat, qui va faire appel à des données sur au moins 3 décennies. Et on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de la météo, il n'y a pas ce rendez-vous d'actualité où avant ou après, on ne parle pas de la météo. Et ça va faire que parfois, au niveau de certains journalistes, ils vont vite faire cette passerelle-là, cette tendance-là à faire le lien, à passer donc de la météo au changement climatique de façon où parfois il y a des choses à redire, il y a beaucoup de choses. Ça peut créer de la confusion au niveau des publics. Je ne parle pas du public puisque je parle des publics dans le sens où le public il est formé donc de différentes personnes. Et moi, je parle beaucoup plus des médias généralistes puisque quand c'est des sachants qui parlent à des sachants, donc on est dans un domaine où, oui, c'est vrai, on parle à demi-mot. C'est pas la même forme de communication, mais c'est les médias généralistes qui s'adressent donc au grand public, donc ce grand public qui est composé donc de différentes personnes qui n'ont pas la même culture scientifique et qui n'ont pas la même compréhension des enjeux qui sont engagés. La temporalité, donc caractéristique du journalisme et son rapport à l'actualité, donc va essayer donc de voir dans quelle mesure cette grammaire qui privilégie ce qui vient de se passer globalement. L'actualité nous fournit donc d'innombrables exemples. Pour ne prendre, je vais être très collé à l'actualité, peut-être compte tenu de mon intérêt pour le journalisme. Déjà hier, donc en France, on a vu que les inondations ont produit au moins 19 morts au niveau donc, de la Côte d'Azur. Il y a eu tout un débat par rapport à ça. Donc, au-delà donc, de ces phénomènes météorologiques extrêmes, on va vouloir se poser la question de la régularité ou non, du rythme, de la fréquence de ces phénomènes extrêmes par rapport aux phénomènes des changements climatiques. Mais il faut les mettre dans le contexte pour pouvoir expliquer par rapport aux différents aspects qui peuvent être mobilisés dans ce traitement. Il faut également souligner que les échelles temporelles mobilisées pour appréhender les changements climatiques sont donc beaucoup plus longues et ça va faire appel donc à des gens qui puissent bien mettre en contexte le sujet dont il est question pour en parler, pour avoir le recul nécessaire, ce que n'ont pas toujours les journalistes qui doivent traiter aussi, puisque moi, mon approche aussi, en tant qu'ancien journaliste, c'est de voir un peu, c'est bien facile de jeter la pierre aux journalistes, mais il faut voir avoir une sociologie compréhensive du travail, de la production, de l'information, surtout dans un contexte de plus en plus donc, difficile pour les professionnels des médias. Donc, outre ce rapport à la temporalité, il y a également ce qu'on appelle la notion de proximité, les lois de la proximité dans la sélection des nouvelles. Les journalistes, ils sont formatés comme ça, ils fonctionnent de la sorte. On va penser à un public et en produisant donc son actualité, en produisant les nouvelles, on va penser à intéresser le public. Donc, la proximité ici, c'est ce qu'on appelle dans le métier la fameuse loi du mort kilomètre. Plus ça se passe proche de moi, plus ça va intéresser le public. Donc, on va essayer donc de voir dans quelle mesure on va décliner cette proximité-là, cette proximité géographique avec un enjeu qui se passe bien des frontières, donc les enjeux climatiques, et qui ne pensent pas en termes de frontières, ne s'arrêtent pas donc à la frontière donc, du Canada ou de la France ou d'un autre pays. Donc, c'est des enjeux qui vont entrer en jeu. Donc, on va parler des proximités lointaines, comment intéresser le public en essayant donc d'avoir des notions comme ce qu'on a appelé le glocal. Donc, essayer donc de parler des enjeux globaux, mais à partir d'un ancrage bien local. Arriver donc à décliner et vendre son sujet aussi par rapport à une rédaction de presse, puisque dans le fonctionnement donc de l'agenda médiatique, le journaliste, il arrive, il vend son sujet, il faudrait que ceux qui soient à la tête, les cadres de la rédaction, puissent valider ce projet-là, donc de s'intéresser à cette thématique-là, et partir donc de l'a priori aussi à ceux à qui on s'adresse, les formats des rendez-vous d'actualité vont faire que si ça nécessite qu'on s'intéresse, qu'on doit beaucoup plus expliquer, on va parfois être amené à passer à la trappe des sujets qui demandent beaucoup plus de complexité ou jugés comme tels. Les changements climatiques aussi, dans quelle rubrique ça va entrer en jeu, puisque le fonctionnement de la presse va faire que les visions du monde vont amener les journalistes à
fonctionner de la sorte d'avoir des rubriques, des services, des desks. Donc, il y a desk politique, économie, environnement, si ça existe. Si ça existe déjà, donc il va avoir une sorte de... Le fait qu'une rubrique pareille existe va créer le besoin. Donc, ça va faire qu'il y a une rubrique, il faut l'alimenter pour que ceux qui travaillent dans cette rubrique-là justifient leur salaire. Il faudrait qu'ils produisent par rapport à la rubrique. Il y a une autre dynamique aussi qui va dire... le fait d'avoir des rubriques, est-ce que l'environnement, une thématique, une notion polysémique, est-ce qu'on a besoin de la cloisonner dans des cadres bien définis? Est-ce que les enjeux environnementaux ne sont pas beaucoup plus transversaux? Donc, il va y avoir toute une dynamique. Depuis les années 60, il y a eu cette spécialisation, cette professionnalisation au sein du champ journalistique environnemental. Et il y a de plus en plus, dès 2013, on a senti des changements, des mutations. Au niveau de, on prend un média de référence comme le New York Times, ils vont supprimer la page environnement et les journalistes qui travaillaient dans ce beat-là, on va les dispatcher donc, au niveau donc, de la rédaction pour qu'ils travaillent. Donc on va dire, bon, on va aborder les questions liées à l'environnement, mais plus seulement sous la focale de l'environnement parce que c'est une thématique globale. Un quotidien comme Le Monde va supprimer sa page planète pour dire, ben d'accord, les journalistes, on va continuer à traiter les questions environnementales, mais ce ne serait plus cloisonné de telle sorte. D'aucuns vont dire c'est un débat, on va suivre un peu comment on va continuer de traiter l'actualité de la sorte, puisque le fait d'avoir une rubrique bien dédiée, ça fait que ça crée un besoin, ça amène à en produire, et le fait de n'en avoir plus et de traiter ça de manière transversale, est-ce que ça ne noie pas l'enjeu? Est-ce que ça ne noie pas l'enjeu? C'est des questions qui demeurent, on n'a pas encore les réponses. Il faut avoir un peu plus de recul par rapport aux travaux empiriques pour voir qu'est-ce que ça donne, le fait de ne plus avoir de rubrique, par exemple pour les questions liées à l'environnement. Le journalisme, donc, de plaidoyer pour traiter les questions environnementales. Un journalisme environnemental, et également, on peut en parler, donc, environnement, on peut parler également santé, puisque parfois les thématiques sont liées. Dans certaines rédactions, on va lier environnement et sciences, donc ça dépend des découpages qui existent au sein des différentes rédactions. Donc, journalisme environnemental sont parfois qualifiés donc, de journalisme de plaidoyer, ayant des obligations éthiques envers le public. Il y a eu des analyses comparées donc, qui ont été faites par rapport au traitement médiatique consacré aux trous dans la couche d'ozone et les changements climatiques, par exemple, pour montrer que les gens ont été beaucoup plus sensibles par rapport aux trous dans la couche d'ozone que par rapport au changement climatique. Et l'auteur a essayé donc d'avoir une hypothèse et de dire, bon, peut-être que la culture populaire fait que les Star Wars, tout ça, donc on pense à une certaine... Donc ça pourrait expliquer cet intérêt donc, du public par rapport à des thématiques du genre. On a également eu des études empiriques qui se sont intéressées donc, au traitement médiatique on s'est rendu compte que c'était vraiment différent entre les médias francophones et les médias du reste du Canada, donc par rapport à comment on traite cette actualité-là et comment on essaie donc de l'aborder. Journalisme, changement climatique et choix de société, donc changement climatique. Comment continuer à en parler sans lasser le public, puisque ça, c'est aussi un autre dilemme du monde journalistique. On va dire oui, on en parle, mais dans le même temps, si c'est les mêmes sujets qui reviennent tout le temps à la une, le public a envie de passer à autre chose. Et comment continuer à en parler, sous quelle forme continuer à en parler pour continuer toujours à maintenir l'attention, l'intérêt du public par rapport à la thématique. Donc, c'est de faire preuve de beaucoup plus d'entre-gens, d'habileté, donc de créativité, d'imagination pour continuer à en parler, pour continuer à intéresser le public par rapport à cette thématique-là. Et au-delà, donc, les journalistes spécialisés dans les changements climatiques et en environnement, est-ce qu'ils sont, c'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition avec l'accentuation de la crise des médias? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, pour ne prendre qu'un seul exemple, le modèle d'affaires des entreprises de presse. Il y a l'exemple de la Presse Plus qui opte pour la gratuité, donc un modèle basé sur la publicité. Pour ne prendre que le modèle de la publicité, ça nous incite à consommer, c'est la base même ça incite à consommer. Donc, et puis après, est-ce que le modèle qui est à la base, qui incite déjà à consommer, est-ce que c'est compatible avec les questions liées à l'environnement? Est-ce que c'est où on parle de choix de société, donc où certains prônent la décroissance, ou d'autres moyens, d'autres modes de déplacement beaucoup plus équitables, tout ça. Donc ça va être des questions qu'on va se poser par rapport au choix de société qu'on sera amené à faire, donc qui dépasse largement le cadre donc, du simple journalisme et tout ça. Il y a également des initiatives comme celle de Reporters d'Espoir
qui se définit un peu comme un journalisme de solution ou un journalisme constructif où on va aller beaucoup plus parler, donc mettre l'emphase sur des solutions concrètes qu'on a essayé. Donc, que ça ne soit plus seulement une affaire de niche où c'est seulement des gens qui se parlent entre eux, qui savent déjà donc de quoi ils parlent, mais aller au-delà pour pouvoir parler donc à d'autres, élargir le champ pour montrer que c'est possible, que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit et que ce n'est pas seulement une question de, comme dirait l'autre, d'envergure, donc des gens qui voudraient essayer donc d'embêter le monde. Pour ne pas conclure, puisque Mylène me fait signe que j'ai bientôt épuisé mon créneau. Je voudrais finir par cette boutade de Maurice Strong qui a été au sommet de la Terre et qui disait que sans information, point d'opinion publique, et sans opinion publique ou avertie, point de volonté politique, et sans volonté politique, point de réussite. Donc, c'est une sorte de gradation qui essaie de mettre en relation donc l'importance donc de l'information à la base. Mais il faut également une opinion publique, pas seulement une opinion publique, mais une opinion publique avertie, et pour pouvoir enclencher sur la volonté politique qui doit amener donc à des changements, à prendre des décisions et tout ça. Et comme dirait l'autre également, on fait l'économie d'attention, donc où on va essayer. Donc certains vont dire, il ne faut pas perdre de vue tout le travail qui cabatte des dessinateurs de presse, les caricaturistes, puisqu'on dit souvent une image vaut 1000 mots. Mais même si ça ne permet pas déjà de régler le problème, c'est des choix d'éditoriaux qui se font et tout ça. Donc, conférence internationale sur le climat, donc on est en route vers la COP21. Nous croyons en l'écologie, mais encore plus en l'argent. Désolé. C'est pas... Pour terminer sur une note déprimante, mais c'est une réalité. Et pour s'en faire une idée par rapport à ces dessins de presse, à ces caricatures, il y a l'activiste, l'écologiste André Belli qui a fait une compilation donc, de 50 ans de caricatures en environnement et qui montre un peu comment ces personnes, ces dessinateurs de presse, posent la question en matière donc, des questions qui sont liées à l'environnement et qui permettent donc d'aborder, puisque l'objectif, ça va être, il ne faut pas qu'on perde de vue également, même si on est dans une économie d'attention où on va aller chercher la petite phrase, essayer donc, mais informer aussi, s'informer, ça demande un peu donc un besoin d'avoir cette envie, cette action citoyenne d'aller au-delà donc d'une information qui a priori m'intéresse, mais il faudrait que j'arrive à avoir cette démarche-là qui me permet donc d'aller chercher un peu plus, d'aller au-delà donc de l'information. Donc si ça peut permettre, les dessins de presse peut permettre donc cet appel d'air, ce serait déjà un important acquis pour pouvoir aller au-delà, mais il ne faut pas qu'on se perde de vue, qu'on croit que informer, oui, c'est quelque chose de facile, de banal et tout ça. C'est un choix également de vouloir s'informer sur une question précise et de le faire donc bien évidemment. J'attends vos questions, suggestions et commentaires qui sont les bienvenus. Merci de votre aimable attention. Bonjour, alors moi je suis Étienne Leblanc, je travaille à Radio-Canada depuis plus de 15 ans maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années que je couvre le secteur de l'environnement. Comme disait M. Anctil, j'ai couvert de façon assez intense les conférences de l'ONU sur le climat. Je serai fort probablement à Paris aussi au mois de décembre, donc j'ai couvert presque une dizaine de ces conférences, le Sommet de la Terre en 2012 à Rio, etc. Et donc, j'ai trouvé que la question qu'on nous posait est une question qui m'interpelle beaucoup. À tous les jours, je me pose cette question-là parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça pose comme question? Ça pose, pour moi, comme journaliste, d'abord, quel rôle que j'ai dans l'information que je transmets? Et puis, comment est-ce que je fais pour arrêter de parler sur un sujet comme ça, où il y a des gens qui sont très convaincus que quand je parle des changements climatiques, j'ai toujours raison. Comment je fais pour aller au-delà de ceux qui sont convaincus, justement, de ceux qui ne croient pas vraiment à ce phénomène scientifique lié à nos activités? Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous, combien d'entre vous ont lu le dernier rapport du GIEC, ou les 3 derniers rapports du GIEC, pour être plus précis? Il y en a beaucoup? Monsieur Gosselin, bien entendu. Oui. Bon, c'est bien.
Dernière fois que vous avez lu un papier sur le GIEC dans les médias, ça fait longtemps? Oui, c'est une communication qui n'est pas facile parce que c'est de la science. Et donc, le GIEC, vous savez c'est quoi? Le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il nous rapporte un fait, la planète se réchauffe. Alors ici, un graphique qui est tiré du rapport du GIEC qui cible plusieurs scénarios, qui montre en effet que la planète se réchauffe et va continuer de se réchauffer au cours des prochaines décennies et que ce réchauffement, dans le fond, est lié directement à nos activités, donc à nos émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2. Alors, c'est un phénomène qui est prouvé scientifiquement. Il n'y a pas personne on ne va pas débattre de ça aujourd'hui ici. C'est un phénomène dont on parle quand même de plus en plus dans les médias. Je pense qu'il y a 10 ans, on en parlait peut-être un peu moins. Mais c'est un phénomène, moi je l'entends très souvent, où les citoyens me disent « Qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, pour régler ces grands problèmes globaux? Qu'est-ce que je peux faire pour le changer? » Et c'est un phénomène, évidemment, qui intéresse les scientifiques qui doivent communiquer leur science. Moi, j'essaie de me mettre dans leurs souliers, puis c'est pas évident parce que c'est une chose qui est complexe à communiquer, c'est un phénomène qui est complexe, mais c'est un phénomène aussi qui m'intéresse comme communicateur médiatique, c'est-à-dire comment moi je fais pour que ce que je dis, dans le fond, qui est un enjeu d'intérêt public, ait une portée, ait un effet dans le public. Je vous invite à lire un document que j'ai lu qui est vraiment intéressant, qui a été produit en collaboration avec le Earth Institute de l'Université de Columbia, A Guide to Effective Climate Change Communication. Alors, vous allez voir, dans ça, c'est fait pour les Américains quand même, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que la façon de... Il n'y a pas que les faits rapportés qui sont importants, il y a la façon de le communiquer. Il y a beaucoup d'aspects, d'ailleurs, psychologiques dans tout ça. C'est vraiment intéressant, donc je vous invite à aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on regarde dans nos médias en général, les médias de masse? Les changements climatiques, c'est quand même assez catastrophique, hein, ce qui nous attend. La plus grande menace qui touche l'humanité, une catastrophe sans retour pour laquelle, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de solutions à court terme. Et aussi que, puisque ce sont les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons, que, dans le fond, nous, êtres humains, nous sommes responsables. Donc, ça nous interpelle directement. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour changer ça? Alors, c'est typique, le problème des changements climatiques, d'un problème qui peut nous interpeller sur le plan psychologique, mais sur le plan de la vie quotidienne, peut-être moins. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qu'on nous présente comme étant un phénomène lointain. On nous parle de 2030, 2050, 2100. Alors, si je vous dis, bon, je vous donne 100 $, puis dans 100 ans, vous allez le perdre, bien, vous allez peut-être être un petit peu moins préoccupé que si je vous le dis que vous allez le perdre demain matin. Donc, c'est un phénomène qui est dans un avenir lointain, donc qui forcément nous touche moins. C'est un phénomène qui, selon ce qu'on lit, selon ce qu'on entend, selon ce qu'on écoute, est un phénomène qui survient loin. Hein? On va parler du niveau de l'eau dans les îles du Pacifique. On va parler du Népal, des glaciers en Argentine, etc. Mais très peu, dans le fond, dans notre petit quotidien, au nord de l'Amérique du Nord, ce qui survient ici. C'est un phénomène aussi qui, dans notre cas précis, au Québec en tout cas, même au Canada en général, ça nous touche assez peu personnellement. Je vous dirais même que ça touche davantage, ou en tout cas au point de vue concret, peut-être plus les Américains qui sont davantage victimes depuis 15-20 ans de catastrophes naturelles, qui sont peut-être un petit peu plus interpellés par ça. Ici, peut-être un peu moins. Et puis aussi, comme les scientifiques du GIEC nous le rappellent quand même de façon juste, en bon scientifique, il y a une incertitude. Et dès qu'il y a une incertitude, bien, déjà, peut-être qu'on a un doute. On se dit, bien, peut-être que dans le fond, ce qu'il dit, c'est pas si vrai que ça. Et d'ailleurs, vous l'entendez très bien, vous le savez très bien, les gens qui tablent là-dessus sur le fait que les scientifiques se trompent, nous racontent des menteries, des mensonges, parce que, justement, ils ne savent pas complètement la vérité. Cette incertitude-là, elle nuit, mais elle est quand même scientifiquement prouvée. Donc, c'est une rigueur de la rendre
public. Alors, je disais, c'est ça, le camp, le loin, on parle des ours polaires, des îles du Pacifique, on parle du Bangladesh, ça n'arrive qu'aux autres, on parle des Inuits, des fermiers du Niger. Et bref, donc, c'est un phénomène qui peut sembler loin de nous. D'ailleurs, le Québec, c'est un bon exemple de ça, parce qu'au Québec, on aime bien nos voitures. Alors, au Québec, quelle est la cause principale des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vous le savez? J'ai entendu le transport. Transport à peu près 45 %. Donc, ce n'est pas juste nous, évidemment, qui prenons notre voiture pour aller d'un point A au point B. Évidemment, il y a le transport des marchandises, tout ça, mais c'est beaucoup le conducteur individuel. Et nous, on aime bien notre VUS. D'ailleurs, on en achète de plus en plus. La croissance des ventes de ces véhicules qui consomment beaucoup d'essence est en hausse. Donc, on ne peut pas dire qu'on agit sur ce front-là. Et puis récemment, j'ai fait des reportages à Montréal là-dessus sur l'étude Origine-Destination. Donc, c'est une étude très, très intéressante publiée à Montréal sur comment les gens se déplacent dans la grande ville de Montréal. Et puis là, on s'est dit cette année, ça arrive une fois par 4-5 ans, je crois, cette étude-là. Et cette année, on s'est dit, bon, bien, peut-être qu'on va voir enfin une croissance de l'utilisation des transports en commun. C'est tout le contraire qu'on a vu. Une croissance de l'utilisation de la voiture, puis une diminution du transport en commun. Alors, c'est quand même incroyable, alors que c'est un sujet, en tout cas à Montréal, dont on parle quotidiennement dans les médias, sur la question, la gestion de notre propre transport au quotidien, on régresse là-dessus. Et pourtant, c'est une cause importante des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, conclusion de tout ça, c'est que l'action dans la vie quotidienne, elle est difficile. Et donc, moi, ce que ça me pose comme question, c'est d'abord, comme je l'ai dit, comment aller au-delà d'atteindre au-delà des personnes qui sont convaincues déjà, d'atteindre d'autres personnes, et puis comment communiquer plus efficacement le problème. Alors, dans mon travail personnel, mais je pense que ça touche aussi les gens qui parlent de changement climatique, peut-être pas au quotidien, mais régulièrement. Je pense aux scientifiques, je pense aux groupes écologistes, aux politiciens, etc. Faire attention à l'émotion. Trop d'émotions tue l'émotion. Alors, on a vu des photos assez tragiques sur des articles sur les changements climatiques. Eh bien, moi, je vous dirais, d'ailleurs, je le constate au quotidien dans la salle de réaction, quand un journal nous présente un article sur les changements climatiques avec une planète un peu rouge, avec un coucher de soleil brûlant, tout ça, avec une planète, avec des cheminées de pétrolières en Alberta, ça touche de moins en moins les gens. On le sent parce que c'est un message qui est connu et donc qu'on répète. Trop d'émotions tue l'émotion. Je vous dirais aussi, ça c'est une question que je me pose quotidiennement, adapter le discours en fonction des valeurs du public. Alors, moi, je travaille pour Radio-Canada, on a des auditeurs, tout ça, mais ça m'arrive de donner des conférences à gauche et à droite. Et pour aller au-delà, justement, pour toucher les gens qui ne sont pas convaincus, qui doutent encore, il faut adapter notre discours. Alors, faire peut-être appel à des valeurs qui touchent davantage certains groupes que d'autres, des valeurs philosophiques. Il y en a qui vont beaucoup croire au fait qu'une communauté qui s'entraide peut agir pour améliorer, par exemple, les transports à pied dans sa communauté. Bien, on n'est pas en train de leur dire « vous allez combattre les changements climatiques », mais le geste quand même d'enlever les voitures de la rue puis aller à l'école à pied, ça contribue à aider à régler le problème. Et donc, s'adapter au public, je pense que c'est une leçon pour les journalistes. Ce serait une leçon aussi peut-être pour les autres personnes qui communiquent davantage. Et puis moi aussi, là, je suis confronté à des gens, si je parle à des fermiers qui vivent au quotidien la question des changements climatiques, quand je vais faire des reportages, par exemple, sur des ouragans ou des inondations aux États-Unis, j'en ai beaucoup fait depuis 7-8 ans. Ces gens-là, franchement, de plus en plus, quand ils lisent, ils entendent parler du phénomène des changements climatiques, ils y croient de plus en plus parce que ça les affecte quotidiennement. Est-ce que le phénomène scientifique est prouvé? Est-ce que le fait qu'il y ait un ouragan dans leur région est lié au réchauffement climatique? C'est une cause à effet qu'on ne peut pas faire aussi facilement que ça, mais eux le perçoivent comme ça. Alors ça,
c'est important. Puis je vous dirais que je ne suis pas trop au courant de la situation à Québec. Ça m'intéresserait d'en parler avec vous, mais je sais qu'à Montréal, c'est une question dont on parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'élus municipaux qui en parlent, par exemple. Ça fait partie maintenant de plus en plus dans les conseils municipaux, la question des îlots de chaleur, etc. Donc, c'est une question qui est de plus en plus municipale. Et le troisième point que je voulais aborder, je crois que c'est le point le plus important. M. Assogba l'a mentionné, focaliser sur les enjeux locaux. Et je vous disais, j'ai voyagé quand même pas mal, moi, aux États-Unis récemment. Et je crois que le président américain est arrivé dans un pays qui croyait assez peu à ce phénomène, qui était assez peu réceptif, et il a transformé ça parce qu'il a parlé des enjeux dans le dernier discours sur l'État de l'Union, par exemple, je me souviens, il a parlé énormément, région par région, des feux de forêt en Oregon, de la sécheresse en Californie, de l'ouragan en Caroline du Nord, de l'inondation en Caroline du Sud, etc. Et donc, il a focalisé vraiment sur des enjeux très, très locaux. Et on peut le faire tous les jours, de parler des enjeux qui nous touchent directement. Les canicules, les îlots de chaleur dans les villes, ce sont des problèmes qu'on vit ici. Ce n'est pas le Bangladesh ou le Népal. Ce sont des choses qu'on vit ici. Et je pense que mettre l'accent sur ces problèmes qui nous touchent au quotidien, je crois que ça peut aider à faire passer le message. Monsieur Gosselin pourra vous parler très bien des problèmes de la pollution de l'air. C'est un problème de plus en plus criant. En tout cas, dans une ville comme Montréal, c'est un problème qui, à tous les hivers, quand il y a des épisodes de smog, et même à tous les étés, ça revient tout le temps. Alors, est-ce que c'est lié au changement climatique ou pas? Il faut faire notre travail puis prouver ça, mais c'est des questions qui touchent les gens. Les inondations, on a vu au Canada plusieurs épisodes d'inondations, Calgary, Toronto, le Richelieu. Ce sont des choses qui peut-être vont faire passer le message de façon un petit peu plus efficace. La question de l'agriculture, c'est une question fondamentale. On le voit bien, là, le prix de la nourriture augmente. Et les changements climatiques, ça ne nous touche pas juste ici, mais on achète des produits d'un peu partout. Je crois qu'au lieu de dire, par exemple, que le changement climatique, au lieu de mettre l'accent sur le fait que le réchauffement provoque des sécheresses en Afrique, bien, peut-être que de changer le problème de côté, puis de dire que ça affecte notre accès à la nourriture, les prix de la nourriture, peut-être que ça va nous toucher davantage. C'est le même problème, sauf qu'on l'aborde différemment. Puis, bien entendu, la question de nos enfants, c'est des choses qui sont des émotions qui sont très vives. Hein? Quand on parle de nos enfants, est-ce que c'est un problème qu'on veut laisser à nos enfants? Bien, je pense que ça aussi, ce serait une façon de communiquer peut-être plus efficacement. Alors, numéro 4, mettre l'accent sur les effets sur la santé publique. Le spécialiste sur la santé publique, il est là. Il va vous parler après moi, M. Gosselin. Mais c'est devenu quelque chose de très, très important de parler des effets des changements climatiques sur la santé publique. Troubles respiratoires, on parle de plus en plus d'allergies, des coups de chaleur pendant les canicules. On a une population vieillissante, elle est de plus en plus vulnérable par rapport à ces choses-là. Donc, c'est très, très concret, ces choses-là. Peut-être que vous avez lu aussi le livre d'un communicateur formidable, François Reeves, qui a écrit le livre « Planète Cœur », qui, dans le fond, recense toutes les études des 10 dernières années sur les liens de plus en plus évidents entre la santé cardiovasculaire et les changements climatiques. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est franchement intéressant. On parle de plus en plus de virus qui viennent un peu du Sud. Hein? Vous avez vu la maladie de Lyme, comment elle avance tranquillement. Est-ce que c'est lié au changement climatique? Pas aussi facilement que ça. Les liens sont plus complexes que ça. Mais il y a des liens certainement à faire là-dessus. Et puis l'autre chose aussi, je pense, dont on pourrait parler, puis ça, moi, comme journaliste aussi, c'est un vrai, vrai défi, la question de la santé psychologique et de la santé mentale. Moi, j'ai fait plusieurs reportages sur des zones de catastrophes naturelles, d'inondations, des reportages en Afrique sur des zones désertiques, en Indonésie sur des forêts coupées, etc. Et
on sentait vraiment que les gens qui étaient déplacés, qu'on sortait de leur maison, dont les biens personnels étaient complètement ruinés, on sentait bien que sur leur santé mentale, ça avait un effet. Et je pense que ça, c'est vraiment un aspect du problème qu'on oublie et qui est très, très, très important, qui est complexe, mais je pense que c'est un enjeu dont on pourrait vraiment parler. Je vous disais tout à l'heure l'impact qu'une image, par exemple, d'une planète brûlante a maintenant en tout cas dans une salle de rédaction, de moins en moins. Peut-être montrer davantage des gens dans les images qu'on diffuse. Et puis, quand je vous parle à vous, je vous parle à moi, là, parce que moi, je publie des articles sur le site Internet de Radio-Canada. Peut-être, justement, les images qu'on envoie peuvent davantage toucher. Puis aussi, vulgariser la science, c'est complexe. Évidemment, c'est un défi de tous les jours. Mais quand on parle de concepts scientifiques un peu compliqués, pour ça que je vous demandais si vous aviez lu le rapport du GIEC, parce qu'il y a une foule d'informations dans ça absolument essentielles, mais parfois très complexes à communiquer. Alors, quand on parle d'une tonne métrique de CO2, la personne qui est dans sa cuisine le matin en buvant son café, est-ce qu'elle comprend exactement c'est quoi? Alors, il faut peut-être faire l'effort d'aller vulgariser davantage qu'est-ce que ça veut dire. La façon de formuler les choses aussi. Dans le rapport dont je vous parlais du Earth Institute de l'Université Columbia, on donne l'exemple d'une formulation d'un État qui voulait publiciser une aide pour acheter des panneaux solaires. Alors, on a utilisé deux choses. On a utilisé la formule « Voulez-vous réduire votre consommation d'énergie fossile ou voulez-vous utiliser plus d'énergie renouvelable? » Et on s'est aperçu que la deuxième option était davantage populaire chez les électeurs républicains. Autrement dit, quand on faisait référence aux énergies fossiles, qui n'est pas une chose nécessairement négative chez les électeurs républicains aux États-Unis, c'était plus négatif, alors que l'utilisation des énergies renouvelables, ça peut paraître peut-être plus cool. Mais la formulation est la même, et le but est le même, mais la formulation, elle est différente. L'autre chose, je pense, en terminant, c'est que le statu quo, c'est-à-dire ne rien changer dans la société, on a plutôt tendance à ça. C'est plus facile de rien changer que de changer quelque chose. Dans la question, sur l'enjeu des changements climatiques, dans le fond, ce qu'on nous demande comme citoyens, on nous demande de changer notre mode de vie. On nous dit c'est les transports le problème. Laissez votre voiture à la maison, puis prenez les transports en commun, marchez, etc. Rénovez votre maison, etc. On nous demande énormément. Alors, ce que les chercheurs de Columbia ont trouvé, et je pense que ça tombe sous le sens, c'est que, évidemment, on a beau, nous, comme médias, de faire notre bout de terrain pour communiquer l'ampleur du phénomène, mais quand le gouvernement s'y met, ça va encore mieux. C'est-à-dire que quand on veut vraiment changer la situation, le gouvernement peut mettre de l'argent pour mettre en place des programmes qui vont lancer les choses. Alors, on vous dit, le problème, c'est le transport. Bien, peut-être de vous inciter davantage à acheter des voitures, des voitures qui consomment moins. Alors, on a vu aux États-Unis, en tout cas, que les investissements pour aider les gens à acheter des voitures électriques, par exemple, bien, rapportaient à assez court terme, finalement, sur la question des émissions de gaz à effet de serre. C'est très efficace. Une aide pour rénover votre maison. Si on vous dit, on va vous aider, mais pas à moitié, pas juste un peu, on va vraiment vous aider à changer l'isolation, à changer vos fenêtres, etc. Alors, dans tout ça, nous, comme communicateurs, on a un rôle, mais le gouvernement, pour rendre ces programmes efficaces, a un rôle pour donner une impulsion à tous ces programmes. Voilà, donc, si je peux résumer mon propos, je pense que M. Assogba l'a dit, je pense que c'est une chose qui revient, ramener le problème global à des enjeux locaux. Ça ne veut pas dire d'arrêter de parler du rapport du GIEC, qui nous décrit ce qui se passe en Antarctique, en Arctique, en Sibérie, etc. Il faut continuer à parler de ces choses-là. Il ne faut pas juste ramener tout à nous, mais je pense que la façon de communiquer peut améliorer l'efficacité de notre message. Phénomène global, solutions et enjeux
locaux. Je pense que c'est un message que vous avez entendu, mais dans le quotidien, il faut y penser sérieusement pour avoir un vrai impact et pour aller au-delà des personnes qui ne sont pas convaincues de ce qu'on dit. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement aujourd'hui vous énoncer la priorité qui est la mienne depuis quelque temps, celle d'un praticien qui a parlé beaucoup de changement climatique depuis une quinzaine d'années. Et ma préoccupation à l'heure actuelle, c'est comment cesser de parler aux convaincus uniquement, donc d'élargir un peu l'auditoire. Ici, ce soir, je soupçonne que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant des problèmes de changement climatique. Suivez ça d'assez près quand même. On parle beaucoup de tout ça, mais depuis 30 ans qu'on en parle, depuis le début de Rio 1992 et le protocole de Kyoto, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une augmentation continue et accélérée de la production des gaz à effet de serre plutôt que leur diminution. C'est quand même un résultat pas mal décevant. On parle ce soir de communication. Pourquoi? C'est parce qu'on est un peu déçu. On pense qu'on a mal communiqué l'ampleur et la sévérité du problème et que si on le faisait mieux, nous aurions de meilleurs résultats. Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un problème réel, mais qui est sincèrement beaucoup hors de notre contrôle. Il y en a certains qui commencent depuis quelques années à lier le climat, les problèmes climatiques, en espérant que ça ait plus d'impact auprès des décideurs, à la santé. Alors, les problèmes, vous les connaissez, liés à la chaleur, aux inondations, les deux extrêmes les plus fréquents. Et au Québec, ça nous touche un peu, mais pas des tonnes, en ce sens qu'il y a beaucoup plus de canicules depuis 10 ans qu'il n'y en a jamais eu. Depuis 2010, on a des canicules à tous les étés, alors que les précédentes dataient de 1994 et 1987. Alors, vous voyez, l'accélération, elle est là. On a eu en 2010 300 quelques décès qui n'auraient pas dû avoir lieu. Mais depuis, on a beaucoup attaqué le problème de façon beaucoup plus vigoureuse et on n'a pas eu de décès supplémentaires depuis. On a parlé tout à l'heure des pollens allergisants. C'est vrai, un doublement à peu près à cause de la saison de croissance allongée, à cause du CO2 qui dope l'herbe à poux, par exemple. Mais néanmoins, c'est limité dans le temps, ça ne tue pas grand monde, dans ce sens que c'est plutôt le rhume des foins, un peu d'asthme, et c'est des coûts importants parce que la productivité au travail ou à l'école baisse beaucoup, mais néanmoins, c'est pas encore dramatique. Quelques maladies infectieuses vectorielles, comme la maladie de Lyme ou le virus du Nil, mais on n'est pas à 100 cas de chacune par année encore. Alors, c'est pas... on ne parle pas de l'hécatombe encore. Les cancers de la peau, vous me direz, c'est parce qu'il fait plus chaud en moyenne, on est davantage dehors et on est plus exposé et on va davantage dans le sud. Alors, en résumé, ici au Québec, ce soir, depuis 1 an, depuis 10 ans, on ne souffre pas beaucoup encore de ça. C'est encore un problème pour les autres, objectivement. Qu'est-ce qu'on fait aussi au niveau adaptation? Qu'est-ce que c'est nos problèmes en bien s'adapter? Nous les connaissons. Nous y travaillons, c'est de cibler les sous-groupes les plus vulnérables. Mais, encore là, ça ne prend pas un gros quotient intellectuel pour savoir que quand on est pauvre, quand on est situé dans un îlot de chaleur, et nous connaissons bien où sont ces zones-là au Québec, et quand il y a plus de pollution déjà, d'en rajouter est un problème. Les comportements individuels, organisationnels, nous les connaissons, nous les suivons déjà. Il y a certains problèmes reliés à la nature humaine même, comme le fait que l'erreur fondamentale d'attribution en psychologie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est que tout le monde se pense plus intelligent que les autres. Hein? Si vous demandez à 100 personnes combien de personnes sont plus intelligentes que vous, en moyenne, on devrait trouver à peu près 50 %. Mais là, on trouve facilement 70-75 % du monde qui trouve qu'il y en a plus de bêtes que de plus intelligents qu'eux. Alors, c'est pareil. Les problèmes, c'est les autres. Les solutions sont bonnes tant qu'on ne les paye pas soi-même. Alors, il y a tout ça à essayer de changer, à essayer de suivre. Dans les organisations aussi, c'est pareil. Si le directeur général dans la municipalité ne nous a pas dit, comme fonctionnaire municipal, ou quand on est à Québec, si le maire ne nous a pas dit personnellement quoi faire, il n'y a pas d'action qui se passe.
On sait aussi que l'aménagement urbain vert est la clé de voûte de la prévention pour une raison simple, c'est que nous vivons à 85 % en milieu urbain et qu'avec les phénomènes que nous voyons d'accélération, de densification de l'urbanisation et des VUS dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment moins d'arbres, plus de polluants, plus de bruit, un peu de tout. Et c'est pas ça qui va nous rendre en meilleure santé. Il faut aussi continuer, ne pas oublier qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail, qui connaissent rien de ça. Il n'y a toujours pas beaucoup de cours pour les ingénieurs, toujours pas beaucoup de cours pour les avocats, pour un peu plus en urbanisme et en santé, en médecine. On n'entend pas parler de ces problèmes-là jamais, sauf dans les journaux, comme tout le monde. Bref, on sait pas mal qu'on s'adapte déjà assez bien, efficacement au Québec, pour une raison simple, c'est qu'on a mis de l'argent là-dedans. On avait, jusqu'à tout récemment, un excellent système de santé publique et de santé. Son niveau de qualité baisse progressivement, mais on a encore les moyens de bien travailler. C'est très différent ailleurs. Alors, on sait bien sûr que la combustion des hydrocarbures, c'est la source de tout ça. Les problèmes que nous avons maintenant dépendent de ce qui s'est fait au 19e siècle et au 20e siècle. Et les gaz que nous émettons maintenant sont les problèmes pour dans 50 ans et dans 100 ans. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est de la petite bière par rapport à ce qui s'en vient, c'est sûr, parce que ça continue à belle allure et personne ne remet fondamentalement en question ça. Qui d'entre nous avons beaucoup changé nos modes de vie? Parce que c'est quand même confortable. Il y a un chercheur français dont j'oublie le nom qui calculait que le monde du pétrole aujourd'hui, avec ce que ça permet en termes de mécanisation, d'accès à des produits agricoles, tout ça, c'est l'équivalent d'avoir 100 esclaves par personne, comme au temps des Romains, là, qui avaient des esclaves à la maison pour faire le boulot. Alors, c'est quand même majeur. Chaque humain sur la Terre, à l'heure actuelle, a des esclaves hydrocarburiens qui sont à son service. Donc, changer ça, ça veut dire décarboniser la société, puis pour pas que le chaos arrive en 1 à 2 générations tout au plus, ce qui est énorme. Et puis, ça va faire beaucoup de perdants. Ça va faire des perdants, des pays perdants qui produisent. On en connaît plusieurs. Ça veut dire des industries perdantes, des méga-corporations qui ont les moyens de se défendre bec et ongle pour ne pas changer. Tous nos fonds de pension, le mien y compris, vont perdre. Toute l'industrie du commerce mondial, on vient de signer un traité là, à Atlanta ce soir, hier. C'est basé sur quoi? C'est basé sur du pétrole et du transport facilement et accessible et peu cher. Alors, on en est là-dedans. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Ça, c'est l'hiver passé sur la planète. En rouge, c'est les records historiques. En rose, c'est au-delà de la normale, de la moyenne. Et puis, il y a une zone qui reste, le village gaulois, qui reste froid. C'est le Groenland qui est en train de fondre à vitesse accélérée et qui nous réchauffe au Québec. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit qui faisait froid depuis 2 ans au Québec. C'est là, c'est en bleu pâle, en haut. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on n'a pas beaucoup d'impact, mais en fait, on ne réchauffe pas des tonnes présentement. C'est possiblement une pause qui s'installe juste pour nous. C'est intéressant. On n'a pas parlé de la cause sous-jacente, c'est l'explosion démographique. Entre le moment où je suis né et puis maintenant, la population mondiale a triplé. Elle est passée de 2 milliards quelques. Je laisse un certain flou pour que vous ne sachiez pas ma date de naissance exacte. Jusqu'à maintenant où on est à 7 milliards. Et le cycle d'ajouter 1 milliard prend 12 ans présentement. Alors, dans quelques années, on va être à 8 milliards. Un certain ralentissement s'installe, mais quand même, on s'en va vers les 10 ou les 12 milliards, selon les hypothèses. Et ça se passe où? Principalement en Afrique, mais surtout en Asie. Alors, c'est pas pour rien qu'on étouffe en Chine. On s'entend. Pourquoi il ne se fait rien? On comprend. Parce que c'est difficile. C'est pas que le statu quo, c'est que c'est un monstre qui est devant nous. Et comme le disait Fitzgerald, après la Première Guerre, c'est un romancier américain, vous connaissez peut-être, Gatsby le Magnifique et autres, après la Première Guerre, après la Grande Dépression, avant la Seconde Guerre qui s'en venait,
C'est sans espoir. Mais néanmoins, on ne peut pas baisser les bras. Il faut continuer. Il faut faire quelque chose. Donc, est-ce que la communication peut faire quelque chose là-dedans? Probablement. Moi, je vois surtout comme étant là pour préparer le terrain, qu'on soit plus réceptif quand viendront les temps des grands changements, les séries de catastrophes qui ne manqueront pas et qui vont déstabiliser nos sociétés et qui vont nous rendre plus réceptifs aux changements. Les grands changements financiers sur la planète arrivent quand? Au détour d'une grande crise financière. C'est là qu'on met sur pied des institutions, qu'on resserre les normes. C'est là qu'on dit aux banques de se comporter autrement. Et c'est pareil dans tous les domaines de l'activité humaine. Et c'est lors d'un grand scandale comme celui des commandites que le Parti libéral du Canada doit se réformer. Et c'est pareil dans n'importe quel scandale alimentaire ou autre. Alors, ça va arriver pour nous aussi en matière de santé publique, de lutte au changement climatique. Notre avantage, c'est que toutes les solutions nécessaires datent de 2 siècles et plus. Elles s'appellent le train, inventé en 1804, la bicyclette, 1817, le tramway, les impôts, les taxes, très efficaces aussi, la foresterie, dont la plantation, en ville notamment, qui date de 8000 ans, l'aménagement urbain, mais d'avant 1945, basé sur l'auto, qui date d'à peu près 10 000 ans, donc le début de la civilisation urbaine au Moyen-Orient. Ils s'y chicanent depuis, de toute façon. Le transport par bateau, la marche à pied, c'est pas mal aussi. La marche à pied, je vous dis, non seulement on n'émet pas de polluants, mais on fait de l'exercice et ça augmente l'espérance de vie. Une demi-heure de marche à pied par jour remplace les antihypertenseurs, remplace les médicaments contre le diabète. Que du bon. Et ça coûte rien. C'est ça le problème. Hein? On ne peut pas le vendre, avoir une compagnie qui en fait le marketing et la publicité et des profits mirobolants. Il y a le soleil aussi. Les Chinois sont rendus qui font des cellules photovoltaïques qui reviennent au même prix du kilowatt que la romaine, que les barrages de la romaine. C'est pas mineur. Merci les Chinois quand même. Le soleil. Si on mettait autant d'énergie à harnacher l'énergie solaire que nous en mettons à inventer des automobiles qui polluent et des logiciels qui le cachent, ça serait fantastique. Donc, la communication est là pour aussi mettre en évidence les fausses solutions, toutes les blagues qu'on nous propose à la marge, comme les petits bidules là, que nos gouvernements nous proposent, là, supposément pour les ampoules, là, changer les ampoules, des petites choses comme ça, qui ne veulent rien dire. Il ne faut pas oublier qu'il faut continuer à manger. On est de plus en plus de monde à manger. Il y a des solutions quand même. La vache émet plus de méthane que la plante de soya qui fait le tofu. Et on en est là-dedans. Les impôts. Certains disent qu'il faut baisser les impôts parce que ça fait augmenter la croissance économique. Ici, c'est un petit graphique très amusant. C'est les impôts sous M. Bush, père, que vous avez en 1990, qui sont augmentés. Sous Clinton, ils augmentent encore. Et ce que vous avez, c'est à gauche, donc, la croissance économique augmente pendant tout ce temps-là. Et on commence à couper les impôts sous Bush fils, et ça s'accélère, et la croissance économique baisse de façon dramatique. Alors, vous voyez, on est beaucoup intoxiqué aussi par l'information économique. Les journalistes économiques, on devrait enlever le mot « journaliste » devant souvent. Il y en a quelques-uns qui sont bons à Radio-Canada quand même, mais j'aime bien M. Fillon, qu'on voit le soir, mais les autres, c'est des propagandistes économiques, dans le fond. On est vraiment intoxiqué à fond avec l'information économique que nous voyons. Ici, nous avons quelques idées, comme de créer un média web axé sur l'action en changement climatique. Je suis personnellement fatigué de parler des problèmes, même s'ils sont réels, même s'ils sont là. Il faut, je pense, parler d'espoir, parler de ce qui se fait. Il s'est fait dans le dernier plan d'action contre les changements climatiques au Québec 3000 projets. J'ai appris ça l'année passée en lisant dans un rapport que je n'avais jamais lu, qu'il y avait eu 3000 projets. Personne ne sait ça. On n'en a pas parlé. On ne sait pas c'est quoi. Il s'est fait beaucoup de choses et on pourrait
Et puis ça, c'est ma formation des cours classiques où les bons pères qui nous enseignaient nous disaient tout le temps qu'il fallait créer une saine émulation entre les étudiants. Et donc, une saine émulation entre les entreprises, entre les municipalités, serait une bonne chose. De voir que ça se fait, que ce n'est pas des martiens qui agissent contre les changements climatiques. On fait des choses comme communiquer, échanger entre les bons coups entre praticiens francophones à l'international, aussi dans les Amériques, un peu partout. On a fait des études sur les coûts de ne rien faire. Ça, c'est intéressant, et notamment sous l'aspect santé. Il y a des coûts énormes à ne rien faire en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est très intéressant. Nous préparons un premier MOOC, un Massive Online Open Course, multipartenaire en adaptation santé au changement climatique. On veut montrer qu'il se fait des choses en Afrique, en Europe, ici au Canada. On a un site Web, mais il reste que il faut aller plus loin. Il faut un peu changer de registre. Monsieur Leblanc en parlait tout à l'heure, c'est important. Même avec notre site Web, on met beaucoup d'énergie là-dedans, mais ça rejoint 150 000 personnes tout au plus. On n'est pas dans les millions. Et donc, au total, il va falloir aussi changer de type d'approche. Au niveau des professionnels, il y a un projet ici à l'Université Laval qu'on a subventionné pour les municipalités. Alors, et on commence par une étude de besoins auprès des municipaux, des acteurs locaux, pour voir qu'est-ce qui est important pour eux, pour être capable de tenir compte de la vulnérabilité de la population aux aléas. Un autre observatoire sur les comportements individuels, organisationnels, que nous avons lancé aussi à la Faculté de sciences d'éducation, cette fois-ci, qui va suivre les adaptations chaleur et inondation, grand public et organisation. Alors, savoir un peu ce que font les municipalités concrètement pour se prémunir contre ces problèmes-là. La loi dit qu'ils doivent faire des choses, mais personne ne suit ce qu'ils font. Alors, on a décidé de le faire. Et on a commencé depuis 2005 à faire des sondages auprès de la population. Et ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est un peu institutionnaliser cette démarche et suivre de façon périodique. Mais déjà, on se rend compte que les messages passent, les gens ont changé certains comportements. Et on est très fiers du fait qu'on n'a pas eu d'excès de mortalité malgré plusieurs vagues de chaleur importantes depuis 2010. Une autre approche qui est intéressante, c'est tout ce qui s'appelle verdissement urbain, agriculture urbaine, achat local, cycle court. On travaille là-dessus. Notre plus gros projet à l'heure actuelle, c'est en termes d'action, c'est beaucoup avec les groupes comme le Centre régional de l'environnement de Montréal et une coalition importante qui inclut des arrondissements, la Ville de Montréal, plusieurs autres ONG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on élargit, on fait ça sous un prétexte de lutte aux îlots de chaleur, donc une raison de santé. Mais on sait bien que tout ça va contribuer aussi à la biodiversité, à la foresterie urbaine, va augmenter les parcs. Un parc attractif avec des oiseaux, des sentiers, de l'eau, des bancs, de l'endroit pour faire du sport, c'est mieux pour la santé publique, tout en étant aussi plus frais. Alors, il y a vraiment une coalition à faire et les gens vont le faire des fois parce qu'ils sont ornithologues, ils vont embarquer avec nous. Pas parce qu'ils veulent lutter contre les îlots de chaleur urbains. Ils vont le faire parce qu'ils aiment les arbres. Ils vont le faire parce qu'ils s'intéressent finalement à l'esthétisme de leur quartier ou de leur cour arrière. Parce qu'on demande aux gens de s'engager à planter. S'ils n'ont pas de terrain, de s'engager à donner un coup de main. Ou s'ils n'ont pas de main ou de la force de le faire, de donner de l'argent. Alors, ça va être intéressant. Et on fait pareil avec les entreprises. Donc, il faut, je pense, aussi souligner le travail formidable sur le terrain qui se fait. On n'a pas de fracturation hydraulique de gaz de schiste au Québec parce qu'il s'est fait un travail porte à porte, assemblée de cuisine par assemblée de cuisine, assemblée de villages, de municipalités. Et c'est fantastique. On s'évite une pollution de l'eau, on s'évite des tremblements de terre, on s'évite un effritement social qui est en train de se passer un peu partout dans les endroits où il s'en passe, sans parler de la production de méthane, du torchage du méthane et donc de production de gaz à effet de serre. Donc, moi, je veux souligner que la logique simple veut que pour arrêter de produire des GES, il faut arrêter d'en extraire et de les transporter.
C'est la simple logique. Je ne suis pas un terroriste en disant ça. Hein? On s'entend. Quoi que certains en pensent. Voici les réseaux principaux de pipeline en Amérique du Nord. Voici les réseaux locaux, une fois qu'on a pris les gros. Ça fait des millions de kilomètres. La plupart ont 30 à 60 ans. Certains, il y a 11 000 cours d'eau traversés. Certains dans les Grands Lacs. À la jonction, notamment, il y a un pont, là, Maquina, je pense. Je suis déjà allé là à une réunion. Il y a un pont entre le lac Michigan et le lac Huron, où il y a un pipeline de 63 ans qui est là. Double. Imaginez-vous quand ça va péter. En 5 heures, il y a des simulations, là, c'est 60 km de chaque bord. Le débit à ce détroit-là est 10 fois les chutes Niagara. Bref, on y va. On y va plein la caisse. En VUS, le pied au plancher. Bon, ça, c'est un discours qu'il faut passer aux non-convaincus. Il est en train de passer. Nos maires de municipalités contre l'oléoduc Énergie Est ont tout à fait raison. Je pense qu'il faut les appuyer, tous un chacun d'entre nous. Il faut agir. Il y a plein d'actions possibles qu'on peut faire tous. La communication par l'action, c'est mon message ce soir, par l'exemple. Et il faut en arriver là. Il n'y a pas 1000 solutions. On aurait beau ergoter. C'est le futur nécessaire. Je dis donc à tous, ainsi qu'à moi-même, bon courage, allez voter. J'ai mis ça en vert, je ne sais pas pourquoi. Militez un peu, consommez moins. Mais je ne voterai pas pour mon copain André Bellil, même s'il se présente pour le Parti vert. Et il ne faut pas oublier que nous nous en allons vers un déclin inévitable. Il va falloir l'accepter. Il va falloir accepter que la croissance à 0, puis à -2, puis à -5, ça va arriver. Piketty nous dit que le taux de croissance normal historique est de moins de 1 %. On a eu une flambée folle du pétrole au 20e siècle. Elle est terminée. Et donc, nous entrons, et ce n'est pas mauvais, dans un déclin, dans une décroissance. Sachons-le, préparons-nous, soyons prêts à agir quand les fenêtres d'opportunité arrivent. C'est la grâce que je vous souhaite. Bonsoir.